Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Ceux qui me connaissent savent que j'aime aller explorer un sujet, mais dans le détail. Puis comme j'ai la chance de connaître Carl Carmoni depuis très longtemps, alors je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée qu'on raconte l'histoire du mini-pot. Ça fait que je lui ai proposé, il a gentiment accepté, il a collaboré à l'élaboration de la série de vidéos sur l'histoire du mini-pot. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter la vidéo jusqu'à la fin pour l'entrevue qu'il m'a accordée. Il va nous expliquer comment on est venu à collaborer ensemble et on va passer à travers les débuts de sa carrière. Mais avant, laissez-moi vous présenter l'histoire du mini-pot au Québec les années 70. Pour bien comprendre l'histoire du mini-pot au Québec, on va retourner en arrière et faire une brève histoire du golf. C'est vers la fin du 13e siècle en Hollande qu'on va voir le golf apparaître, qu'on appelait alors le golf. L'objectif étant de frapper une balle avec un bâton vers un but précis. Pendant quelques siècles, on va pratiquer le sport, mais un peu partout. Il n'y a pas de terrain encore. Même qu'au milieu des années 1300, on va donner des amendes aux gens qui pratiquent le golf en ville. On va éventuellement donner le droit aux gens de pratiquer le sport, mais en campagne. C'est vers la fin des années 1400 qu'on va ériger un premier terrain. Le sport va connaître une croissance jusqu'au 17e siècle où il va par la suite, dû en partie à la popularité croissante des jeux de société, décliner brutalement. Mais durant cette période, les échanges commerciaux étant nombreux en Europe, il y a des marins hollandais qui vont amener le sport en Écosse. Alors parallèlement, le golf va aussi évoluer en Écosse où on va voir un premier terrain apparaître en 1848. C'est quelques décennies plus tard qu'on va voir apparaître le mini-golf. Oui, car c'est en 1867, au golf St. Andrews, qu'on va faire un premier parcours de mini-golf destiné aux femmes. Le golf à l'époque était destiné exclusivement aux hommes. Donc on va faire un parcours en miniature mimiquant un peu un terrain de golf. Alors qu'on est à une époque où la Grande-Bretagne règne sur le monde, ces deux sports, comme plusieurs autres d'ailleurs, vont tranquillement s'exporter vers les colonies. Et comme à l'époque le Québec faisait partie de l'Empire britannique, eh bien le golf y est apparu dans les années 1870. Pour ce qui est du mini-golf tel qu'on le connaît avec des bandes et des obstacles, c'est au début du 20e siècle aux États-Unis que ça va apparaître et gagner tranquillement en popularité. Puis la Grande Dépression est arrivée et c'est là que ça va connaître une croissance fulgurante. Les gens qui avaient jadis les moyens de jouer au golf peuvent de moins en moins se permettre d'aller jouer une ronde. Mais ils ont toujours la passion du golf et vont se rabattre sur le mini-golf, version miniature certes, mais moins cher que le golf. Au Québec, ça va prendre un peu plus de temps. On retrouve une version du mini-golf au début des années 30. Un kit qu'on peut acheter et monter un peu partout. Mais c'est dans les années 50-60 que le mini-golf va prendre son envol au Québec. On est dans une période d'après-guerre et les loisirs vont prendre de plus en plus d'expansion dans les pays occidentaux. Mais en fait, c'est surtout à cause de la popularité du golf, comme le souligne le Canada du 30 juin 1954. Boum Boum Geoffrion inaugure un nouveau terrain de golf miniature à Rosemont. Bernard Boum Boum Geoffrion a en effet accepté de présider à l'ouverture de ce magnifique terrain de golf miniature situé à l'angle des rues Masson et 14e avenue Rosemont. Si la température le permet, l'inauguration aura lieu jeudi le 1er juillet 1954 à 8h30 p.m. Le golf est devenu tellement populaire que quelques sportsmen de Rosemont ont décidé de construire un 18 trous miniature qui permettra aux amateurs de pratiquer leur potting avant d'aller s'exécuter sur les différents clubs de la province. Les adeptes de ce sport seront certainement heureux de cette innovation qui comblera une lacune qui existait depuis longtemps dans l'est de Montréal. Donc, venez vous récréer au Rosemont Mini-Golf, angle Masson et 14e. On va voir des mini-golfs qui vont pousser un peu partout au Québec.
Il va même y avoir des ligues organisées. Comme le Canadien nous l'apprend le 16 juillet 1958, on est à Thetford Mines. Nos étoiles au golf. Favorisés par une température idéale, nos fervents du golf miniature s'en donnent à cœur joie, tous les soirs de la semaine, et continuent à jouer des parties sensationnelles. Parmi les meilleurs joueurs pour la semaine, se terminant le 13 juillet, on remarque Roland Labbé avec des scores de 41, 42, 44 et 47. Le mini-golf va gagner en popularité dans les années 60. Le sport amateur organisé, c'est souvent jusque-là pratiqué par des adultes. Les jeunes, eux, se ramassent à la patinoire du coin ou à l'étang. Bref, il n'y a pas d'Atom, Bantam, U6, etc. Il y a des clubs collégiaux ou juniors, mais c'est généralement réservé aux 16 ans et plus. Comme je disais plus tôt, on est dans une période d'après-guerre. Pendant 6 ans, on a été trop occupés soit à aller au champ de bataille, soit à travailler pour l'effort de guerre. Le taux de natalité est pas fort, surtout en ville. Parce qu'en campagne, généralement, les agriculteurs et leurs fils sont exemptés d'aller à la guerre. En 45, la guerre se termine. Puis là, on va commencer à faire des enfants en ville. Phénomène qu'on va appeler le baby boom. Les enfants vont tranquillement pas vite occuper les parcs et les ruelles. Question de mieux les encadrer, on va commencer à organiser des ligues amateurs pour les jeunes. Ça fait que ça me semble pas étonnant que le mini-golf va gagner en popularité dans la deuxième moitié des années 60. Les baby boomers sont rendus ados ou jeunes adultes. Ils ont pratiqué des sports amateurs quand ils étaient jeunes, organisés soit par la ville, un commanditaire ou l'école. Ils ont passé du temps dans des snack bars, des théâtres. Ça, c'est des cinémas d'aujourd'hui. On a aussi plein de nouveaux produits sur le marché, puis on essaye des nouvelles choses. Puis le mini-golf, c'est un sport et un loisir qui est accessible à tous. Ceci étant dit, pour qu'un sport devienne sérieux, ça prend certaines conventions. Surtout dans un sport de précision. Par exemple, que tu joues au dard à Montréal, Québec ou Londres, ça reste un tableau de dard. Que tu joues au bowling au salon de quilles La Chine ou à Pinco, c'est un allée de quilles. Bon, là, il y en a qui vont me dire que les allées sont pas pareilles à telle ou telle place. Peut-être. Mais reste que l'avantage du joueur local reste minime. Mais au mini-golf, le problème, c'est que le trou numéro 1 au mini-golf de Thetford Mines, il est fort probablement pas pareil à celui de Rosemont. Certes, il y avait des tournois locaux, mais si on veut y aller de plus grande envergure, c'est problématique, parce que les joueurs locaux vont avoir un net avantage sur les joueurs de l'extérieur. Aux États-Unis, déjà depuis 1954, on voit l'apparition de parcours de franchise pot-pot. Et il y a un certain Jean Benoît qui va, durant ses vacances aux États-Unis, jouer une couple de parties de pot-pot. Devant la montée en popularité du mini-golf au Québec, Jean Benoît va importer l'idée de pot-pot et créer des franchises mini-pot au Québec. Son idée, lui, est venue dans la fin des années 60 dans Hochelaga. Il va être dans un restaurant où est-ce qu'il va voir une maquette d'un terrain de golf. Puis l'idée du pot-pot, il est revenu, puis il s'est dit, bon, ben, on va construire des mini-pots miniatures. Et c'est ce qu'on apprend dans la presse du 25 mars 1970. Franchise sportive à vendre. Promoteur sportif renommé désire installer une franchise exclusive de nouvelles disciplines sportives à Montréal. Cette franchise sera supportée par une émission hebdomadaire de télévision et commanditée par une importante compagnie nationale. L'applicant devra disposer d'un capital approximatif de 12 500 $, gros bénéfice possible en 6 mois. Et on va y aller de façon assez agressive. On va voir cette pub dans à peu près tous les journaux locaux de l'époque. Dans le Soleil du Saguenay, Lac-Saint-Jean, dans le Soleil ou le Progrès du Dimanche. Comme vous avez pu le constater, on est en mars-avril 70. On va aussi avoir des pubs à radio pour inviter les gens à venir jouer. On a même la chance d'avoir le premier enregistrement de la pub. La voix au début que vous allez entendre, c'est celle de Jean Benoît. La mise en garde, si certains vont peut-être saigner des oreilles, je vous rappelle qu'on est en 1970. Pour les plus vieux, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. Commercial Minipot, 30 secondes, radio, la TV, première version. Les potes, on y va
beaucoup pour toute la famille, les garçons et les filles, et les bouts de choux sous des citrons, peuvent nous faire des trous. Mini-pot, c'est des de chez nous. Mini-pot, mini-pot. Et fait intéressant déjà, remarquez que cette franchise sera supportée par une émission hebdomadaire de télévision et commanditée par une importante compagnie nationale. Ça commence déjà assez gros. Tellement gros qu'on apprend dans le Télé-Radio Monde du 25 avril 1970. Le Mini-Pot, un nouveau jeu qui rivalisera avec l'heure des quilles. Pour ceux qui savent pas, il y en a qui vont se dire les quilles bof, pas de la grosse compétition. Eh bien, détrompez-vous. Les quilles en 1970, ça fait longtemps que c'est populaire au Québec. D'ailleurs, fait intéressant, l'animateur des quilles à la télévision, c'était Jean-Benoît et Guy Bouchard. Jean-Benoît, fondateur de Mini-Pot, et Guy Bouchard deviendra plus tard commissaire au tournoi pour la compagnie Mini-Pot. D'ailleurs, petite parenthèse pour ceux qui me découvrent, eh bien, sachez que dans une autre série de vidéos, je vous raconte l'histoire du Canadien de Montréal jour par jour depuis les débuts de sa création le 4 décembre 1909. Puis pourquoi je vous dis ça? C'est que je parcours beaucoup les journaux d'époque et je peux vous confirmer que les quilles, c'est un sport très populaire depuis longtemps. Au point tel que des fois dans les années 10, on va parler plus souvent de bowling que de hockey du Canadien. Ça fait que je sais pas c'est quoi les codes d'écoute des quilles en 70, mais c'est assez audacieux de vouloir compétitionner directement contre un autre sport d'habileté déjà très populaire. Et quelle chaîne va diffuser cette émission? On l'apprend dans le Télé-Radio Monde du 30 mai, toujours en 70. C'est au canal 10, Télémétropole ou TVA pour les plus jeunes. À 5 heures, tout de suite après Bon Voyage avec JP Ladouceur et juste avant Amour, délices et compagnie avec Serge Laprade. Et c'est qui va animer cette émission? Toujours dans le Télé-Radio Monde, mais cette fois-ci du 13 juin. Émile Genet devient animateur au Canal 10. On nous fait savoir que pour les 4 premières émissions, ça va être des artistes populaires et que la série est tournée au Mini-Pot à l'arrière du centre d'achat P9, au Jean Talon, soit le premier Mini-Pot. On commence à avoir hâte, hein? Moi, ce qui m'intrigue, c'est qui que ça va être ces artistes populaires. Eh bien, je dirais qu'on a livré la marchandise. Moi, j'étais pas né en 70, mais juste avec la brochette de noms que je vois là, je me dis qu'on est allé chercher des gros noms. En commençant par Jean-Pierre Masson. Pour ceux qui connaissent pas, Jean-Pierre Masson, c'était Séraphin Poudrier dans Les Pays d'en haut, version des années 50-60. Celui qui disait « Viande à chien ». Willy Lamotte. Céline Lomez. Ça, je dois vous avouer que j'ai dû faire un peu de recherche pour apprendre que sa carrière était pas vraiment commencée en 70, puis elle était pas mal finie quand je suis venu au monde. C'est pas mal ça que j'ai trouvé. Et finalement, Michel, je suis la reine de 4 saisons, Richard. Ce coup de marketing va rapidement créer de l'intérêt pour le public. On va commencer à voir des mini-pots se construire un peu partout. À Saint-Hyacinthe, Belleuil, La Chine, etc. D'ailleurs, l'ouverture du mini-pot La Chine sera théâtre d'un événement intéressant. Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour voir l'entrevue avec nul autre que Carl Carmoni, qui va nous expliquer comment lui a vécu les années 70 au mini-pot. La saison 70 va voir des tournois régionaux un peu partout pour se terminer en octobre, où l'on apprend dans le courrier de Saint-Hyacinthe du 21 octobre 1970. Jean-Louis Donnet de Saint-Hyacinthe est devenu le premier champion du tournoi provincial de mini-pot disputé au terrain de golf mini-pot du boulevard P9 et Jean Talon à Montréal, lundi le 12 octobre dernier. L'année 70 a commencé timidement. C'est normal car c'est seulement en mars qu'on apprend la possibilité d'avoir une franchise. Le temps qu'on trouve des propriétaires, qu'on fasse construire les terrains, c'est vers la fin juin que les émissions de télé vont commencer.
Alors l'été était déjà bien entamé quand l'engouement pour le mini-pot a commencé. Mais en 1971, étant donné que ça avait déjà passé à la télé, dès le printemps, le mini-pot était déjà assez populaire sur les terrains. En 1971, déjà le 5 mai dans le courrier de Saint-Hyacinthe, on apprend. Saint-Hyacinthe a son champion provincial. La ville de Saint-Hyacinthe possède d'excellentes chances d'avoir son représentant aux émissions télévisées. Le premier champion provincial des mini-pots, M. Jean-Louis Daunet, est un Mascoutin. Si ce dernier répète ses performances de la saison dernière, il sera au nombre de meilleurs de la province. Le mini-pot sera donc encore une fois cette saison à la télé. Il y a la presse du 17 mai qui nous apprend que la direction de la compagnie Minipot a donné des nouvelles fonctions à M. Jean Benoît. Il sera responsable de l'implantation des pistes à travers le Québec, confirmant ainsi l'expansion extraordinaire de la compagnie Minipot. C'est dans le petit journal du 23 mai 1971 qu'on apprend que les 6 meilleurs joueurs de chaque piste vont participer à l'Omnium printanier de la rue Jean-Talon. 12 participants seront choisis pour la télé. Le gagnant se méritera une bourse de 1000 $. Je suis pas économiste, mais si je me fie au prix des maisons, 1000 pièces en 71, c'est à peu près 10-15 000 en 2022, si c'est pas plus. Ça fait que c'est quand même une bonne bourse pour un tournoi amateur. Encore une fois, en 71, on va voir des vedettes un peu partout associées au mini-pot, que ce soit à la télé, ou pour l'ouverture officielle de mini-pot. Parce que oui, encore en 71, on va construire des mini-pots un peu partout au Québec. Puis comme en 70, il va y avoir des tournois régionaux un peu partout qui vont nous amener à une finale provinciale. Et encore une fois, c'est un gars de Saint-Hyacinthe qui va gagner le tournoi provincial. Les plus attentifs auront probablement constaté que c'est la même photo qu'en 70. Eh bien, imaginez-vous donc qu'en 70, c'était René Faneuf à droite qui a remis le prix au champion Jean-Louis Daunet au centre. Et en 71, le champion, eh bien, c'est René Faneuf. Ça fait qu'on s'est pas vraiment donné la peine de prendre une nouvelle photo. L'année 72 sera un peu un copier-coller de l'année 71. C'est-à-dire un engouement grandissant, une expansion fleurissante. On parle même d'essayer de conquérir les marchés américains et de l'Ontario. Et comme en 71, le mini-pot sera de retour à la télé. On va avoir des tournois en début de saison un peu partout et des finales régionales pour aller à la télé, comme on l'apprend dans la revue de Terrebonne du 18 mai 1972. On nous annonce qu'il y a eu un tournoi le 13 mai où 12 ont été choisis pour représenter le mini-pot de Terrebonne au tournoi de l'Assomption du samedi 20 mai. De là, les 2 gagnants du tournoi iront à la télévision. Et en cette année 1972, les prix seront encore plus gros, soit un total de 45 000 $ en bourse, dont un gros lot de 10 000 $. Là, 10 000 $ en 1972, ça commence à faire du cash. Encore une fois, l'année 72 sera couronnée de succès. Jusqu'ici, on voyait souvent Molson commanditer des tournois régionaux. Mais à la fin de la saison, Exporté, qui était aussi un commanditaire important, vont confirmer une augmentation des bourses totalisant 28 000 $ en bourse pour la saison 1973. On peut voir sur la photo les meilleurs joueurs de la province, dont Réal Guimond, champion de la saison. Ça, c'était au niveau du circuit exporté, mais il y en avait un autre circuit en 72, l'APP, l'Association des potters professionnels du Québec, avec Yvon Brière de Saint-Jérôme comme champion et en deuxième place un certain Carl Carmoni de Ville-la-Salle. Évidemment, la saison 73 va encore une fois commencer en force. D'ailleurs, si ça vous tente de travailler pour Minipot, le 16 mai 1973, on cherche vendeur à commission. Possibilité de 300 $ par semaine. En 1973, on va voir un autre nom qui vous est probablement familier, soit Gilles Bussière, qui a terminé au 18e rang. Et Carl Carmoni, lui, a terminé au 6e rang avec une bourse de 400 $.
Carl qui représentait le circuit APP. C'est quoi ça, le circuit APP? Il va nous expliquer tout ça lors de l'entrevue. Mais la compagnie exportée va retirer sa commandite à la fin de l'année. Conséquemment à cette décision, le Minipod va commencer à avoir des temps un peu plus difficiles. On va continuer à avoir des tournois ici et là, mais avec des bourses moins intéressantes. On va aussi voir de moins en moins de nouveaux mini-pots ouvrir. Même qu'à partir de 74, on va commencer à avoir des fermetures de mini-pots. Cette tangente vers le bas pour la compagnie Minipod va malheureusement se poursuivre pour le reste de la décennie 70. Ceci conclut notre premier chapitre sur l'histoire du Minipod, les années 70. Cette émission a été faite en collaboration avec Carl Carmoni, qui sera avec nous dans quelques instants pour une entrevue où il va nous expliquer son cheminement à travers les années 70. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, de cliquer sur le bouton j'aime, de commenter ou encore de vous abonner à la chaîne YouTube ou à la page Facebook. On se revoit dans quelques instants. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que mon prochain invité peut se passer d'introduction, mais tout d'abord, bonjour Carl, comment ça va? Salut Eric, ça va super bien. Je te félicite pour ton travail que tu fais pour le Minipod, tout un travail. J'avoue qu'au premier visionnement, au test, tu me fais changer quelques fichiers dans mes archives parce qu'il y avait des informations que j'avais pas. J'avais aussi des informations erronées. Intéressant. Ça m'a aidé beaucoup pour mettre mes dossiers à la jour. D'ailleurs, comme je disais, je pense qu'on peut se passer d'introduction là, dans ton cas, mais tu pourrais peut-être nous expliquer pour ceux qui ne te connaissent pas, puis pour le bénéfice de notre auditoire, une brève description de ta carrière, puis bon, comment on s'est connus, puis comment est-ce qu'on est venu à collaborer ensemble? Bon, premièrement, j'ai vu qu'est-ce que tu as fait sur le Canadien de Montréal depuis les années tout début, là, 1800-1900, que j'ai partagé d'ailleurs. Ouais. J'ai trouvé que c'était un très gros travail de recherche, très intéressant. Puis comment est-ce qu'on s'est connus? Ça a bien mal commencé. C'était en 1969. Avant que je sois au monde. Ouais, c'est ça. Mais c'est en 1969 que j'ai connu tes parents, mais ça a commencé très rough. Dans ce temps-là, ça a des parties de hockey le vendredi. Entre les collèges et les écoles, ça jouait rough, crois-moi. Puis dans la semaine, avant le vendredi, un monsieur Ted Sarry qui m'a appelé si je voulais jouer d'une ligue de hockey le vendredi soir. Et puis, qu'un capitaine, il manquait un homme, parce que c'était 3 hommes, 3 femmes par équipe. Puis c'était le vendredi soir, ben, j'ai dit, OK, mais je joue au hockey l'après-midi, donc je vais avoir le temps. Ça commence à 9h30. Fait que là, cette partie-là, c'est la gang de Sainte-Françoise, avec les Yvan Cardinal, Carl Carmoni, Pierre Sénécal, tout ce gang-là. On jouait contre le Parc Monk. Le Parc Monk, ton père restait dans le 6e avenue dans ce temps-là, puis c'était le Parc Monk. Je le connaissais pas, là. Fait que la game de hockey commence à s'embrasser pas à peu près. Puis moi, je m'ai pogné avec un gars que je connaissais pas, un peu plus vieux que moi, là, parce que il y avait 1 ou 2 ans plus vieux que moi. Il y a eu du brasse camarade un peu, mais finalement, la game s'est tranquillisée, puis ça a fini très calmement. Fait qu'après la partie, moi, je viens prendre la douche, je prends un repas, j'arrive au salon de quai. Monsieur Sarry me présente le capitaine. Le gars, je m'étais pogné avec au Pac-Man, qui est Gilles Béliveau, qui est ton père. Donc, ça a commencé. On a parti de ennemi à ami dans la même journée. À coéquipier. Après ça, on a eu une longue amitié. On a fait, j'ai joué dans 3-4 ligues de hockey avec ton père et Gilles pendant des années.
D'ailleurs, dans un tournoi en 70 en équipe, au Salon de quilles de la Chine, j'ai joué ma première partie parfaite en équipe avec nul autre que Marielle Béliveau, ta mère. Fait qu'elle a une partie parfaite à son actif. Puis après ça, ben, on a toujours tenu contact. C'est sûr qu'on s'est parti de vue, moi, avec le mini-pod, puis la famille. Quand les enfants sont venus au monde, ben, c'est à peu près la même âge que mon fils. Puis c'est sûr qu'on met notre temps dans nos activités. Gilles, il est parti pour le Grand Nord, une secours, puis le travail. Et puis moi, ben, le mini-pod, la famille, tout ça. Bon, on s'est toujours tenu contact via Facebook. Quand on se rencontre par hasard, on prend un petit brin de jasette. Puis en voyant ce que tu as fait, puis tu m'as parlé de faire l'histoire du mini-pod du golf, puis du mini-golf depuis le début. Je pouvais pas dire non, parce que moi, dans ma tête, tout a commencé en 70. Je savais même pas que ça existait avant. Puis là, tu vas nous faire découvrir que oui, ça existe beaucoup plus avant que 1970. Le mini-golf. Après ça, ouais, du golf, le mini-pod, puis le mini-golf. Puis après ça, ben ma carrière m'a commencé un peu drôlement parce que j'ai eu en 69, j'ai eu une fracture du crâne au hockey quand je jouais pour le Midget 2A de la Chine. Et puis donc j'ai continué à jouer au baseball le Midget 2A au stade de la Chine. Puis en revenant dans ma tête, c'était pour être les quilles, le tennis, puis le golf qui était pour être mes 3 sports principaux. Mais en revenant d'une partie de baseball du stade de la Chine, surtout toi, il y a un gars que tu connais très bien, Pierre Sénécal, puis oui, à la Chine, c'était notre lanceur. Moi, j'étais le receveur, on était toujours ensemble. On a passé des années ensemble. Et puis en revenant du stade de baseball, on a vu ça, mini-pot, nouvelle construction en 70. On est allé essayer ça. C'est là que j'ai rencontré mon épouse, Suzanne, que tu connais très bien aussi, d'ailleurs. Et puis, on a commencé à jouer des tournois locaux en 70 pour le plaisir. Mais mine de rien, on jouait alentour, Ville-la-Salle, La Chine, Verdun. Il n'y avait pas d'auto dans ce temps-là, on voyageait en autobus. Donc, le petit circuit local, on a joué ça. Puis, j'ai quand même été chercher 1040 $ en 70 à jouer ces petits tournois-là. Donc, pour 4 mois de mini-pot, je suis allé chercher un tiers de mon salaire annuel. Puis là, après ça, ben, à force de gagner des tournois, ben, je m'ai lancé dans le mini-pot. C'est bon. Puis c'est ça, comme tu disais, tu as rencontré Suzanne à l'ouverture du mini-pot à la Chine, c'est ça, en 70? Oui, en 70, j'ai rencontré mon épouse là. Après ça, ben, on a commencé à faire des tournois ensemble en équipe. Et puis, on les gagnait quasiment tous. Ça nous a porté à continuer, à continuer. Ça, c'était en 70, vous faisiez des tournois ensemble déjà. Ouais, local, plutôt local, ou un petit peu dans la région, là, Verdun, La Salle, La Chine, pas trop loin, il n'y avait pas d'auto à l'époque. Puis on voyageait en autobus. Puis, on jouait des petits tournois ici puis là, local, qui n'étaient pas encore au niveau provincial quand nous, on a commencé en 70. Le niveau provincial, on l'a connu à la fin des années 70. OK. Mais déjà, on voit que tu t'essayes là, en 71, 72, 73. Là, tu commences à avoir là, à participer à des gros tournois. Tu as fini en 2e place du circuit APP, tu as fini en 6e place du provincial. Si tu peux nous expliquer ça, c'est quoi ça, l'APP, le tournoi provincial, le circuit exporté, là, tous les différents circuits qu'il y avait? Bon, disons que moi, le premier provincial que j'ai fait, c'était en 70, au Jean-Talon. Sauf qu'on nous avait dit, c'était nouveau le mini-pot en 70, on nous avait dit que tous les terrains étaient pareils. C'est vrai qu'ils sont dessinés pareils, mais on nous avait pas dit qu'ils jouaient différemment. Fait que moi, je pratiquais à la Chine pour aller jouer le tournoi provincial au Jean-Talon. Puis quand je suis arrivé au Jean-Talon, il y avait au-dessus de 350 personnes sur le terrain qui pratiquaient. J'ai ma femme, il me dit, ils sont épais, c'est eux autres de pratiquer chez eux, puis vous venez jouer le tournoi un matin, mais quand j'ai embarqué sur le terrain, sur des bandes d'aluminium, au Jean-Talon, que nous, c'était du bois à la Chine, fallait frapper pas mal moins fort. Fait que je m'ai planté royalement. J'ai fini bon dernier, mais j'ai appris vite
Là, c'est là qu'on a su qu'il fallait aller pratiquer des terrains où il y avait des tournois, parce que les déviations n'étaient pas pareilles. Le numéro 1 à la Chine, il est loin de jouer comme les autres numéro 1 dans les autres villes. Fait qu'au cas sur le terrain où il y a le tournoi pour pratiquer. Là, ben, je m'y mets à voyager, mais en 71, il est arrivé il y avait 3 circuits en principe. Circuit exporté. Ça, il y avait des tournois à Chicoutimi, c'était loin les tournois. Il y avait le tournoi APP, qui était plus régional. Puis il y avait le circuit féminin, parce que les femmes n'avaient pas le droit de jouer dans les tournois d'hommes. Les femmes, il y avait leur propre circuit féminin. Suzanne avait terminé 2e, puis au tournoi féminin provincial. C'était sur le boulevard Gouin. Et puis là, moi, c'était un choix. C'est pas les meilleurs qui jouaient dans l'exporté, puis les moins bons qui jouaient au PP. Tu avais le choix. Ça coûtait plus cher pour jouer dans le circuit exporté. Les bourses étaient plus hautes. Dans le circuit APP, ça coûtait moins cher, mais c'était moins loin. Mais les bourses sont quand même intéressantes. Fait que moi, j'ai décidé de jouer dans le circuit APP au lieu du circuit exporté. Je suis allé chercher plus de bourses dans le circuit APP que j'aurais été chercher dans le circuit exporté. Puis même, les dépenses auraient été beaucoup plus élevées. On parle de combien environ de bourses là, versus combien? T'as quel âge là, en 70, 71, 72? En 72, j'ai 17 ans. OK. Non, je m'excuse, je suis né en 53. En 72, je suis allé chercher 4 340 dans le circuit APP. À 19 ans. 4 500 à 19 ans. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu faisais comme travail dans ce temps-là? Moi, j'étais courtier, je travaillais pour un courtier en douane, qui est ICB ou Livingston aujourd'hui, là. Et puis, je travaillais à Dorval avec un de mes patrons, Gaston Rioux, qui était mon patron, puis un maniaque de mini-pot. Le fun de ça, c'est que les vendredis, il me donnait congé pour que j'aille pratiquer des terrains à l'extérieur. Puis je revenais, puis je donnais tous les trucs. Fait qu'il me donnait congé pour aller apprendre le terrain le vendredi. Et puis, mais en 73, j'ai quitté mon emploi parce que dans ma vision de carrière, je voulais me lancer dans un milieu qui est pas connu de grand monde, donc les douanes. Je suis allé chercher après ça, j'ai lâché ma job, j'ai dit, je vais m'en aller dans le transport après pour apprendre tous les modes de transport. Train, bateau, avion, container. Puis avec ça, ben, je serais jamais mal pris de me trouver un emploi. Connaissant la douane et le transport, c'était très rare dans ce temps-là parce que les compagnies avaient un gars en douane et un gars en transport. Moi, j'avais les deux. Fait que des jobs de directeur en importation, exportation pour les compagnies. J'avais pas de misère à trouver ça. Puis avec les outils que j'avais, ben, partir ma propre business, c'était facile en connaissant les deux. Donc, mais en 72, en 73, j'ai lâché ma job. Exporté, il avait mis de l'argent encore une fois dans les bourses. Mais là, j'ai joué au circuit majeur, là, le gros circuit. Mais j'avais pas besoin parce que les meilleurs du circuit APP étaient invités pour les finales du circuit exporté. Ouais. Donc, ayant fini 2e meilleur joueur APP en 72, automatiquement, j'étais invité pour les finales provinciales, nationales, du circuit exporté. Mais c'était pas tout le monde qui payait des savants. Les finalistes, c'était juste ceux qui étaient membres du circuit exporté et les meilleurs APP. Il fallait être gagné un tournoi majeur ou être classé dans les meilleurs. Donc, ça, moi, deuxième. Dans ces années-là, tu es quand même régulièrement là, dans les boursiers là, des tournois auxquels tu participes. Oui, oui. Dans ces années-là, pas 70, là, 70, j'étais en apprentissage. Ouais. 71, comme je te dis, j'étais allé chercher le tiers de mon salaire à jouer au mini-pot. À 72, j'étais allé chercher 4 000 donc on travaillait à 3 000 par année. C'est quand même 1 000 que plus que mon salaire. En 4 mois de mini-pot, 4-5 mois de mini-pot, j'allais chercher une année de salaire. En 73, c'était la grosse année, là, j'ai frôlé le 6 000 qui est le double de mon salaire, mais je travaillais pas, là, j'avais d'autres job. Je me consacrais juste au mini-pot, puis je voyageais dessus.
Je vais au baseball un petit peu. Là. C'est Donc, c'est un bon quand, move que j'avais fait. c'est quand même des grosses bourses, là. J'imagine qu'il doit y avoir, dans ces années-là, beaucoup de monde qui s'asseye au mini-pot, là. Mais pour être dans les boursiers de façon régulière, t'en parlais un peu tantôt, là. Tu avais un boss qui te laissait les vendredis aller pratiquer, mais j'imagine que c'est ça, là. C'est de l'acharnement, c'est de la pratique, c'est d'étudier les terrains. C'est quoi que ça prend pour devenir là, Ben, qu'est-ce toujours que ça régulier? prend? Ça prend de l'acharnement. Premièrement, nous, on paye à l'heure au lieu de payer à la partie. On peut passer, si on prend 3 heures, ben, on peut passer 3 heures sur le même trou. Ça prend des petits carnets comme ça, parce qu'il n'y a pas un terrain qui est pareil. Ça, je regarde ça, c'est le mini-pot devant les filles, le 7e trou. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, c'est bon. Ça va dire, il y a trois facteurs pour réussir le trou d'un coup. Le point de départ au tapis, l'angle d'ouverture ou de fermeture de la lame, parce que c'est pas comme au golf, en au mini-pot, on s'enligne avec le tapis de départ, comme ça. Une petite ouverture, on a des codes d'ouverture ou des codes de fermeture. Donc, où est-ce qu'on part, où est-ce qu'on dépose la balle, l'angle de direction. Après ça, tout ce que tu penses, c'est vitesse, parce que tu as des codes de vitesse aussi. Faible, moyen, médium plus, fort, fort plus. Tous des codes que tu donnes. Quand tu as tes 3 facteurs-là que tu contrôles à merveille, tu vas être très dur à battre au mini-pot. Ça, c'est une technique. Au début, tout le monde s'ennuyait, on va dire, comme au golf. Il se place, il regarde un point plus loin, puis il vise là. Ça, c'est des joueurs irréguliers. Si tu veux être régulier, ben, si tu dis, moi, je pars avec la ligne de démarcation, je fais juste un semblant d'ouvrir du centre, automatiquement, tu peux plus te tromper, là. Elle s'en va toujours là, la balle. Donc, tu es beaucoup plus constant. On était, je te dirais, pas plus qu'une dizaine à jouer cette méthode-là. Okay. Sur les 1500 joueurs du circuit. Parce qu'au Québec, dans les années 70 à 73, les tournois à étapes, que tu commençais dans ton mini-pot, tu t'en allais régional, après ça, tu finissais en finale. Il y avait au moins 1500 joueurs qui passaient pour finir à 244 finalistes. Fait que, ça tourne les mêmes. La même chose dans les années 90, 91, 92 au mini-pot. Pourquoi que c'est toujours les mêmes noms qui reviennent? Les mêmes noms qui reviennent? C'est parce que c'est ceux qui La utilisaient cette pratique et la méthode-là. technique. Moi, je me souviens d'ailleurs, on avait joué, je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais moi, je m'en souviens comme si c'était hier. On avait joué un tournoi de bowling ensemble, moi puis toi, dans les années 90. Là, j'étais ado, là, puis tu étais pareil là, au bowling. Là. Tu sortais, tu avais ton cahier, là, l'allée 14 à la Chine, elle joue comme ça, puis elle joue telle, tu sais. Puis c'est ça, je pense que tu as reproduit ça là aussi un peu dans les autres sports que tu pratiques ou. Les quilles, c'est pareil. Il y a des allées de quilles. Tu vas marcher 2 à gauche pour lâcher 2 à droite avec un crochet ou une reverse. C'est la même chose. C'est exactement la même chose au mini-pot. Sauf que la façon que tu t'enlignes, la direction, si tu te sers de la ligne de démarcation avec des angles d'ouverture et fermeture, tu es beaucoup plus constant, beaucoup plus solide que t'enligner comme au golf. Puis là, ben aussi, il y a le facteur balle. Ça, c'est une balle dure, donc ça glisse ses bandes. Des terrains, t'es mieux de jouer qu'une balle dure, sauf que tu as le droit de jouer avec une seule balle par tournoi. Tu peux pas changer de balle pendant un tournoi. Il y a des terrains, une balle dure va être plus efficace. D'autres, une balle médium, pas dure, pas molle. Puis la balle molle, elle va mordre ses bandes. Quand tu arrives sur une bande, elle va couper plus carré, tandis qu'une balle dure, elle va glisser. Fait que faut que tu décides quelle balle prendre, puis tu écris ton livre de notes. Comme le 7, ici, avec les filles, c'est écrit une lame de poteur à gauche du centre. Donc, tu mets ta ligne, tu mets ton poteur à gauche, puis une lame de poteur, tu mets ta balle.
C'est marqué un fake d'ouvrir. Moi, j'ai mon code, là, un fake d'ouvrir, c'est à peu près 30% d'ouverture OK. à 30 degrés. Là, c'est écrit la vitesse un petit peu plus que vitesse normale pour le faire par l'arrière. Donc, je mets vitesse normale, j'en mets un petit peu plus. Ça, la vitesse, c'est le facteur le plus important au mini-pot. Parce que si tu te trompes dans la vitesse, t'es dans un problème. Mais si tu te trompes pas dans la vitesse, tu vas toujours être proche. Ça va être un ou deux. Je suis passé fort au 7, t'es dans le rivière. Je suis trop fort, tu reviens. Donc, c'est toute la technique d'acharnement. Comme moi, pour trouver tous les trous tous les meilleurs spots d'un 18 trous, c'est 25 à 30 heures de pratique pour se mettre sur le terrain. Si je mets pas 25 à 30 heures de pratique sur un nouveau terrain pour trouver les meilleurs spots, je suis dans le décor. Mais après ça s'arrête pas là. Il faut jouer une dizaine, quinzaine de parties, des vraies parties, pour ajuster puis vérifier si tout est beau. Là, on est prêt. Si on fait pas ça, tu es dans le décor. Quand tu es arrivé 73, 71 à 73, 74, ça va bien, exporter, s'en va. Comment que tu entrevoyais là, toutes ces heures de pratique, tout l'avenir là, du mini-pot à partir de ces années-là? Bon, quand je suis arrivé en 73, c'était ma meilleure saison de mini-pot côté bourse. Là, je parle dans ce temps-là. Proche de 6 000 c'était 2 fois ton salaire. Ça équivaut à 150 000, 140 000 aujourd'hui. Là, tu es rendu à peu près à 21 ans, là, rendu là? En 73, je suis rendu à 20 ans. En 20 ans. Donc, là, à la fin de l'année, Exporté annonce qu'ils ont plus de... Ils commanditent plus les tournois. L'année d'après, la télévision a été retirée. Le Journal de Montréal ne considérait plus Minipod comme un sport, vu que Exporté, il y avait un budget pour commenter les sports amateurs. Mais là, quand il considérait plus ça comme un sport. Fait que, le journal n'en parlait plus. La télévision a été retirée. Il y a eu un ou deux tournois, mais très peu de monde, un tournoi provincial qui a eu lieu, 2 parties seulement. Et puis, il y avait presque pas de monde. Puis après ça, tout a arrêté. Aucun tournoi, plus rien. Puis autant qu'on avait des lignes d'attente entre 70 et 73 pour aller jouer pour le plaisir sur les terrains, il y avait des lignes d'attente à plus finir. C'était toujours plein à craquer. Et puis, là, en 74, là, les terrains, il n'y avait plus personne. Là. Plus personne qui jouait. Et on dirait que pendant de 10h10 à 10h13, tout le monde jouait au mini-pot. Il y avait quasiment juste ça comme sport que le monde pratiquait l'été. Et puis là, ben, tout le monde a délaissé ça. Fait qu'il y a eu les fermetures ont commencé à se faire là, jusqu'en 1985. Il y en a resté peut-être une dizaine d'ouverts sur 125 parcours. OK. Fait que au maximum, là, il y avait 125 parcours au Québec là, dans le début des années 70. Ça a fini à un gros maximum de 10 parcours qui ont resté ouverts, là, puis un peu partout. Mais c'était plutôt en région. Dans Montréal, ils ont tout fermé. Il y a resté des gens plus longs. Toi, as-tu continué à jouer dans cette période-là? Personne ne jouait. En 74, il y a eu 1 ou 2 tournois que moi, je n'ai pas joué. Et puis, moi, le mini-pot, je n'ai même pas vu un entre 74 et 85. OK. Fait que toi, Je n'ai pas vu un. Je pensais qu'il n'y en avait plus partout. OK. Finalement, ben, ça a pris en 85. Intéressant. Si on fait, écoute, l'année prochaine, on parlera là, des années 80. Si on fait un bond dans le temps, puis on se ramène en 2022, c'est quoi que tu entrevois comme avenir au mini-pot? Qu'est-ce qui se passe en 2022? Il y a des tournois, comment que ça se passe? Bon, disons que moi, de 2000 à 2005 aussi, il y a eu une vague creuse, aucun tournoi. La télévision a été retirée en 2000. Hostess Frito-Lay avec Michael Bossy.
Puis M. Moussette avec Good Humor, ils ont retiré des commandites. Fait qu'en 2000, personne ne jouait. 2000 à 2005. 2005, j'étais tanné, là. Je dis, on vivra pas les années 74 à 86, là. Avec mon épouse Suzanne, on a reparti les tournois du samedi. À une formule pour aider les... Autrement dit, un débutant, il a autant de chances de gagner qu'un élite parce qu'on joue en pro-am. Un élite et un débutant, c'est en 2 balles, meilleure balle. Puis après ça, c'est en 5, mais il y a 3 classes. Les débutants, ils ont leur propre classe, leur propre tableau des boursiers. Donc, les élites ne viennent pas piger dans leur bourse. Ça, j'ai parti ça en 2005. Et puis, on est en 2022, puis on entreprend notre saison. Là, ça n'a jamais lâché. C'est à tous les années, le nombre de participants, il monte, puis il monte, puis il monte. Puis là, faut dire aussi qu'en 2012, on a fait une série web avec TVGO que RDS a acheté puis ont diffusé en 2020. En 2021, on a produit une autre série à RDS là, de 10 matchs. Ouais, je pense que c'est ça, 10 matchs. Puis là, ben ça a attiré encore beaucoup de monde. Là, on est après à se battre pour voir si on en fait une en 2020, pour 2022. Mais disons que j'ai réussi à ramener la télévision là, avec l'aide de TVGO. En 2021, ça n'a pas été facile, mais on a réussi. Et puis, là, on travaille pour 2023, pour cet été. Donc, c'est pas évident encore, mais on essaye. Et puis, j'ai réussi à envoyer le premier Canadien en Mathieu Labrie de Laval aux championnats mondiaux en Île, en Croatie. En 2017, c'est la première fois qu'un joueur canadien participait aux championnats mondiaux. C'était en Croatie, c'était pas à porte. Et ça, c'est un autre exploit qu'on a réussi à faire là, pour sauver Minipod. Donc, faut dire que moi, depuis 2005, mon but, c'était de sauver Minipod. J'ai rencontré Jean-Benoît juste un peu avant qu'il décède. Et puis, j'avais promis d'essayer de sauver son œuvre qu'il a mis sur pied en 70. Donc, je peux dire que c'est mission accomplie, là, avec tout ce que j'ai accompli dans Minipod, jusqu'à l'an passé avec la série web, avec la série RDS. Et puis, les tournois, ça va de bon train. On dépasse une fois 60 joueurs. Là. C'est pas mal bon. C'est des tournois toutes les fins de semaine là, qu'il y a présentement? Oui, toutes les fins de semaine. On se promène. Une semaine, c'est Valleyfield. Une autre fois, c'est Terrebonne. Une autre fois, ça va être Sorel-Tracy, Thetford Mine, Ville-Vanier. Puis là, on va peut-être rajouter Gatineau cette année. Là. OK. Fait que ça, 5-6 terrains, qu'on leur donne 2 à 3 tournois chaque, qui fait 13-14 journées de tournoi, de samedi de tournoi dans la saison. OK. C'est quoi le format de ces tournois-là? Ben, les formats, c'est le premier tournoi le matin, c'est le Pro-Am. Ça, c'est 15 $. Ça coûte 15 $ à tout le monde. On donne 5 $ au propriétaire. Il y a 10 qui reviennent dans les bourses par joueur. Okay. Et puis, il y a 3 classes. Les élites pigent parmi les débutants. Puis ceux qui sont dans le milieu, qui sont ni élites ni débutants, pigent ensemble. Donc, ça fait des tournois que tu ne sais pas qui gagne. Okay. Ça finit majoritairement en supplémentaire à 2-3 équipes. Puis, un coup de différence égale, il y a 2-3 équipes égales en tête. Après ça, un autre coup, tu as d'autres équipes. Fait que tu n'as pas personne qui est réellement déclassé là-dedans. Tout le monde a une chance de gagner, puis c'est pas dispendieux. Puis, le tournoi de l'après-midi, c'est en 5, 3 tableaux des boursiers. Les nouveaux et les débutants, ou ceux qui ont 36 et plus de moyenne, sont dans la classe C. Ça leur coûte 15 $, il y a 10 $ qui reviennent dans les bourses pour 3 parties. C'est moins dispendieux qu'aller jouer pour le fun. Et puis, les amateurs qui ont entre 32,1 et 36 de moyenne, ils ont leur tableau de boursier. Les élites, ils ont leur tableau de boursier. Tout le monde peut jouer mélangé, mais il y a 3 tableaux de boursier. Okay. C'est pas dispendieux. Puis le fun de jouer dans mes tournois, c'est que quand tu veux pratiquer à l'année sur les 5 ou 6 terrains participants,
Ça te coûte pas 9 piastres la partie pour jouer, là. C'est 20 piastres pour la journée au complet, 10 piastres pour 3 heures ou 5 piastres pour 1 heure. Tu veux pratiquer 3 heures, c'est 10 piastres. Tu pratiques quand tu veux, de tout tu veux pendant 3 heures de temps. Ou 20 piastres la journée complète. Tu arrives à 10 heures le matin à l'ouverture, puis t'en aller à 11 heures le soir. 20 $. C'est bien moins dispendieux que la partie. Ça, c'est l'avantage quand tu es un joueur de tournoi. Puis pour s'inscrire à ces tournois-là, qu'est-ce que ça prend? Où est-ce qu'on va? Comment est-ce qu'on s'informe? Ben, tu regardes le site www.minipod.net. Tout ça passe là, les annonces de tournois, les informations. Tout ce que tu as à faire, c'est de te présenter à 10 heures le matin pour l'inscription. Où est-ce que le terrain a lieu? Où est-ce que le tournoi a lieu? OK. C'est tout. On ne prend pas d'avance, j'appelle pas personne. Je m'en vais sur mon site, j'annonce là, je mets une copie sur Facebook de l'annonce, puis c'est tout là que ça se passe. Ça fait que Ça, aller vérifier le site Minipod. OK, c'est bon. Fait que ceux qui nous écoutent, si vous voulez participer à un tournoi avec Carl, en compagnie de Carl, ben vous savez maintenant, je vais mettre les liens là, dans les commentaires là, de la description du vidéo. Bon, ben, je voudrais conclure en disant un gros merci à tous ceux qui se sont rendus jusqu'au bout. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à partager, à en parler à des amis ou encore à le mentionner en commentaire. Allez voir d'autres vidéos que j'ai faites. Un gros merci aussi à ceux qui ont participé de près ou de loin. Et finalement, un énorme merci à toi, Carl, pour cette entrevue-là et ta collaboration. Ben, ça me fait plaisir, Eric. On se connaît depuis longtemps. Je te suis sur les superbes reportages que tu fais sur le Canadien de Montréal. Quand tu vas parler de faire quelque chose sur le mini-pod, je ne vais pas dire non, là. Moi, le mini-pod, ben, ça fait partie de ma vie. C'était un peu ce qui a payé ma maison. Ça a payé ma maison, donc ça m'a sorti de gouffre financier dans les années 91-92. Donc, je dois beaucoup à Minipod, puis j'aime populariser Minipod, même si je suis pas propriétaire, j'en tire aucun bénéfice monétaire, si on veut. Mais quand tu m'as parlé de faire le Minipod, je ne vais pas dire non. Là, j'espère que il y a du monde qui aime le hockey, qui aime le golf, qui aime le Minipod, puis tu leur as servi là, pas mal à une sauce complète, là, golf, mini-golf et hockey, qui devrait intéresser plusieurs personnes au Québec. Là. Et moi, ben, j'espère que cette vidéo-là va intéresser des gens là, à aller pratiquer, à aller dans les tournois avec vous autres ou à l'écouter à la télé si éventuellement là, ça arrive. Fait que là-dessus, on se dit bonne soirée. Sur ça, je te dis, Birdie!